Le paradoxe du Say on Pay. Vanessa Serret, bonjour. Vanessa Serret, Université Bretagne Sud. Laboratoire Lego. Lego. Un article dans la Revue française de gestion, numéro 268. Le droit de vote des actionnaires sur la rémunération de leurs dirigeants, une solution ou un problème. Et c'est ça que vous nous dites, il y a un paradoxe au Say on Pay qui apparaissait être comme la solution. On va peut-être revenir sur l'émergence du Say on Pay, ce que ça signifie et voilà, pourquoi ça émerge, cette question. Il faut dire ça paye. Oui. Bonjour Jean-Philippe, merci de cette invitation. Alors le Say on Pay, c'est avant tout une réponse à la problématique du salaire des dirigeants des grandes entreprises cotées en bourse. Qui défraie régulièrement la chronique. Voilà, c'est une problématique qui n'est pas nouvelle, mais qui revient systématiquement sur le devant de la scène. Donc voilà. Littéralement, Say on Pay, cela signifie le mot à dire sur les salaires. Mais au fond, c'est un outil de gouvernance qui répond à deux questions, enfin qui souhaiterait répondre à deux questions. La première étant comment construire un système d'incitation salariale du dirigeant qui permettrait de créer de la valeur actionnariale, n'est-ce pas? C'est-à-dire aligner la rémunération, l'indexer à la performance financière de l'entreprise. Et puis la deuxième question, c'est comment limiter le niveau de ces rémunérations, considérées à tort ou à raison comme trop élevées. Et dans ce cas, le Say on Pay est envisagé comme une réponse tout simplement à une préoccupation sociétale en faveur d'une plus grande équité salariale. Alors en réalité, le Say on Pay a plutôt été conçu pour répondre à la première question, celle de la création de valeur actionnariale. Voilà. Alors concrètement, la construction de la politique de rémunération des dirigeants, c'est la prérogative juridique du conseil d'administration, donc des administrateurs. Ce conseil d'administration comprend le dirigeant et cela peut poser problème dans la mesure où effectivement ce dirigeant qui est plus ou moins charismatique peut influencer la décision des administrateurs. Voilà. Alors, avec le Say on Pay, qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est un cadre réglementaire qui propose aux actionnaires de l'entreprise de voter la proposition du conseil d'administration, c'est-à-dire de l'approuver ou au contraire de la refuser lors de l'assemblée générale des actionnaires, assemblée générale annuelle. Voilà. Alors, comme par hasard, c'est apparu dans les années 2000. En 2002, ce sont les Britanniques qui, les premiers, ont finalement proposé une réglementation Say on Pay. Depuis, elle a été renforcée. Alors, les années 2000, ce sont bien sûr les années de scandales financiers, Enron, WorldCom, Tyco, etc. Pour autant, donc, si le Say on Pay est désormais présent dans toutes les assemblées générales d'actionnaires, en réalité, il y a de nombreuses variantes au Say on Pay. Alors, l'une de ces variantes, je ne veux pas être trop technique, c'est notamment le caractère plus ou moins contraignant du vote, qui n'aura échappé à personne. Par exemple, si le vote est consultatif, eh bien, ça signifie que les actionnaires donnent leur avis, mais le conseil d'administration peut passer outre. Voilà. Ce qui est arrivé dans l'affaire Carlos Ghosn en France. Mais pour autant, ne pas perdre de vue que du point de vue de l'image de l'entreprise, quand un conseil d'administration passe outre cette décision, c'est évidemment néfaste à l'image de l'entreprise et puis aussi aux administrateurs et aux dirigeants. Or, il existe un marché des dirigeants et un marché des administrateurs. En tout cas, ça c'est l'hypothèse. Ça pourrait être néfaste. Voilà. Alors, pour donner un tour d'horizon, aux États-Unis, par exemple, le Say on Pay est arrivé tardivement
tardivement, c'est-à-dire après la crise de 2007-2008, et donc à la suite du Dodd-Frank Act de 2010, et donc le C1P a été effectif dans les assemblées en 2011. Alors, il est arrivé plus tôt au Japon, en Australie en 2005. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces réglementations ont progressivement évolué. Au départ, elles étaient relativement souples et puis elles se sont durcies. Voilà. Alors, bien sûr, ce qui nous intéresse peut-être, c'est le cas de la France où on a pu observer justement une réglementation à 2 étapes. Alors, en 2 étapes, c'est-à-dire que dès 2013, le code de gouvernance de la FEF-MEDEF prévoit le vote consultatif des actionnaires et celui-ci va être effectif à partir de 2014 et jusqu'en 2016, on a un C1P français consultatif. Et puis voilà que l'affaire Ghosn, l'affaire Carlos Ghosn surgit, c'est-à-dire pour mémoire que, bon, on va dire que ces actionnaires ne sont pas tout à fait d'accord avec sa rémunération. Le conseil d'administration va passer outre, il va y avoir des négociations. Toutefois, l'État français va se saisir de l'affaire et va donc faire voter une loi, c'est la loi Sapin II. Précisément, c'est l'article 161 de la loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Et que va-t-il se passer avec cette loi Sapin II ? Eh bien, elle prévoit désormais 2 votes. 2 votes contraignants, je le précise tout de suite. C'est-à-dire que le premier va porter sur l'approbation de la rémunération versée en N au titre des performances de N-1. C'est un vote ex post. Donc, cela signifie que s'il y a désapprobation, alors la rémunération variable n'est pas versée. Et puis, le second vote porte sur la politique, ou plutôt la stratégie de rémunération envisagée dans les années à venir. Donc, c'est un vote ex ante. Et s'il y a des approbations, alors les critères antérieurs vont s'appliquer. Voilà. Si on fait le bilan, maintenant, parce que ce qui est génial, c'est que ça paraît tout à fait, enfin, on sent une vraie évolution, l'idéologie de la transparence derrière, des rémunérations. On n'a pas évoqué le name and shame en gouvernance, mais ça procède aussi un peu de la même logique, c'est-à-dire rendre public. Et pourtant, oui, quand on regarde les résultats, c'est toujours décevant. Alors, c'est vrai que c'est vraiment l'idéologie de la transparence. C'est à la fois une solution et un problème. Alors, première remarque qui peut d'ailleurs surprendre, dans la majorité des cas, les actionnaires approuvent les salaires qui leur sont proposés. Souvent, d'ailleurs, avec des taux d'approbation voilà. Délirants. Avec des taux d'approbation de 80-90%. J'avais un chiffre, en 2018, le taux d'approbation moyen était de 85,7% en France, soit 2 points de plus par rapport à 2017. Bon, voilà. Et c'est le directeur général de Vinci qui a obtenu le score le plus faible, en dessous de 60%, mais au-dessus de 50%, tout de même. Suivi de près et sans surprise de Carlos Ghosn, le PDG de Renault, encore une fois. Voilà. Alors ça, c'est une première remarque. Ça montre aussi que les actionnaires ont confiance dans leurs administrateurs. Bon. Ils sont donc globalement satisfaits. Mais on parle des actionnaires, on ne parle pas des parties prenantes ou de la société. Alors, concernant les effets mesurés du C1P, on a environ une quinzaine d'années de recul, on a quand même un certain nombre d'études, pour la plupart d'ailleurs dans le contexte anglo-saxon, Royaume-Uni bien sûr, puisque depuis 2002 on a des données là-dessus, et ensuite les États-Unis. On constate plusieurs choses, à savoir le C1P permet de supprimer les rémunérations aberrantes. Bonne nouvelle. Le C1P permet également d'améliorer le lien entre la performance financière et la rémunération, ce qui est l'un des effets attendus, je me permets de le rappeler. En revanche, il peine à faire véritablement baisser en moyenne les rémunérations. C'est tout juste si le taux de croissance de ces rémunérations, on va dire, ralentit. Tout dépend des pays, des études et aussi des méthodologies. Voilà. Alors finalement, comment on peut dépasser ces limites ? Est-ce qu'on peut les dépasser ? Est-ce que ça vous paraît possible ? Alors, je voudrais revenir sur un point, à savoir pourquoi justement on a des effets contrastés.
Une première réponse, c'est justement ce caractère paradoxal du CNP. C'est un outil de gouvernance actionnariale, avant tout. Donc, en améliorant le lien entre performance et rémunération, il se passe la chose suivante, c'est-à-dire qu'on augmente la part variable, on indexe à la performance boursière, et lorsque la bourse, le cours de la bourse s'envole, forcément, les rémunérations s'envolent en conséquence. Voilà. Alors, il y a une seconde explication, à savoir, on parle beaucoup à propos du CNP de démocratie actionnariale. En fait, ce n'est pas véritablement une démocratie au sens où on l'entend, et certains actionnaires de court terme ne souhaitent tout simplement pas s'exprimer. D'autres actionnaires souhaitent s'exprimer, mais ils n'ont pas forcément l'expertise pour avoir un jugement sur ces politiques de rémunération très très complexes. Si on s'amuse à lire un petit peu un rapport de rémunération, ça prend du temps, c'est assez costaud, c'est très dense, et on a du mal véritablement à faire la part des choses. Alors du coup, il se passe un autre phénomène, il y a un autre acteur qui entre en jeu, ce sont les agences de conseil de vote. Alors les plus célèbres, les plus grandes, les plus internationales, Glass Lewis, ISS en l'occurrence, eh bien ces agences vont avoir un poids, vont influencer les actionnaires, et il se passera la question suivante, c'est celle de la transparence et de la légitimité de ces agences de vote. Donc c'est un autre problème, mais il est évidemment intriqué. Et finalement, autoriser d'un point de vue réglementaire le vote des actionnaires ne signifie pas que tous les actionnaires soient en capacité de l'exercer. Il faut avoir ça en tête. Et puis, j'aimerais aussi attirer l'attention sur un point, le CNP contient un risque, c'est-à-dire celui de tout simplement déposséder les administrateurs de leur expertise, parce qu'on peut voter, on peut faire voter effectivement les actionnaires sur leur rémunération, sur la rémunération de leurs dirigeants, mais on ne peut pas les faire voter sur tout. C'est aussi la porte ouverte, ce sont les travaux de Bainbridge qui ont montré cela, la porte ouverte à faire voter les fusions, les acquisitions, etc. Voilà. Un sujet absolument passionnant que celui du CNP. Il y a une question qui revient quand même, c'est celle des conflits d'intérêts aussi, dans les conseils d'administration. Complètement, oui. C'est ça, tout à fait. Et le rôle des agences, là que vous nous décrivez, montre qu'on n'est peut-être pas tout à fait sorti de l'affaire Enron. Toujours pas. Absolument. Merci Vanessa Serret. Merci Jean-Philippe.